Et je vais donc laisser la place à Yannick, au citoyen Yannick, qui va nous parler de la transition énergétique. Bonne écoute et à bientôt. Donc je me présente, je suis Yannick, je suis consultant indépendant spécialisé sur en partie tout ce qui est transition énergétique et synergie de territoire. Et l'objectif de ma présentation et d'introduction un petit peu à tous les autres intervenants, c'est d'expliquer aujourd'hui plusieurs aspects, c'est-à-dire l'état des lieux de l'énergie en France, la consommation d'énergie, la répartition et la production. Ensuite d'expliquer qu'est-ce que la transition énergétique, puisque c'est pas forcément quelque chose qui est inné. La différence entre les énergies de stock et les énergies de flux, parce que il faut l'intégrer, et l'efficience énergétique, c'est-à-dire passer des économies d'énergie à l'efficacité énergétique, sachant que tout au long de la matinée, les autres intervenants interviendront sur ces différents sujets. Donc la première partie, c'est l'état des lieux de l'énergie en France et la consommation. La consommation d'énergie, en France, elle est liée à un besoin, et à un besoin finalement de services énergétiques. Ce qu'on appelle les usages finaux, et qui représentent à peu près 1927 TWh d'énergie, c'est-à-dire beaucoup d'énergie. On a différents services énergétiques dont on a besoin. La chaleur, c'est le premier élément. L'élément de chaleur, c'est lié essentiellement à tout ce qui est chauffage, à tout ce qui va être élément de cuisson, l'eau chaude sanitaire et puis tous les procédés industriels. Le deuxième besoin finalement qu'on a, c'est la mobilité. On a tous besoin de se déplacer, on a besoin d'avoir des marchandises. Ces marchandises, elles ont besoin de venir. Et donc, c'est tout ce qui est lié à la mobilité. Et le dernier point finalement de service dont on a besoin, c'est l'électricité spécifique. Si aujourd'hui je parle dans un micro, si on a de l'éclairage, si on a des appareils électroniques, c'est parce qu'on a de l'électricité spécifique et qu'on consomme. Tout ça, ce sont nos usages finis. Ça représente donc 1927 TWh. Je reprécise, 1 TWh, c'est 1 milliard de kilowattheures pour ceux qui font des relevés de leur consommation. Pour arriver à ces usages finaux, et c'est notre consommation, on a besoin de sources primaires. Et il y a différentes sources primaires. Ces sources primaires, elles nous permettent finalement de les transformer dans des centrales, ou différentes centrales qui nous permettent d'arriver à nos usages finaux. Le premier que l'on connaît tous, c'est l'uranium. L'uranium, ça nous permet finalement de rentrer dans les centrales nucléaires et de faire de l'énergie. Deuxième, c'est le pétrole. Le troisième, le gaz naturel. C'est un peu l'objet d'aujourd'hui aussi. Et le quatrième, c'est le charbon. Le dernier, ce sont les énergies renouvelables. On redéveloppera un tout petit peu après. Et c'est ce que j'ai appelé autre aujourd'hui. Ça représente 2965 TWh. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a besoin d'énergie primaire. Donc c'est vraiment pour arriver à nos usages finaux. Et que ce besoin-là, finalement, on a des pertes de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que finalement, on a besoin de 150% d'énergie pour avoir notre énergie au quotidien. Et ça, c'est quand même important de le comprendre dans le système énergétique d'aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la consommation. La deuxième partie que je voulais aborder, c'est la répartition de cette consommation. C'est-à-dire, on a défini les différents besoins qui sont de chaleur, de mobilité et également d'électricité spécifique, mais ça part où ? Le premier usage, ce sont les bâtiments. Et ça, il faut bien l'intégrer. Les bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments résidentiels, les logements individuels et collectifs où nous habitons, mais également les bâtiments tertiaires, c'est-à-dire là où on travaille, là où nos enfants vont à l'école, la salle des sports où on est aujourd'hui, là où on va au cinéma, au théâtre, etc. Et en plus, 4/5 de l'énergie qu'on consomme est uniquement liée à la chaleur, c'est-à-dire, je rappelle, production d'eau chaude, le chauffage et la cuisson. Ça représente 43% de notre besoin d'énergie en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quasiment la moitié de notre énergie qui est uniquement pour les bâtiments. La deuxième partie, c'est les transports. Et dans les transports, on va distinguer qu'il y a à peu près 2/3 de ce besoin d'énergie qui est lié au déplacement finalement de personnes et déplacements individuels. Et 1/3 seulement au déplacement de marchandises. 90% de pétrole, bien évidemment, et ça représente 32% de notre consommation d'énergie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nous, individuellement, on a tous l'impression que finalement, c'est l'industrie qui est polluante, c'est le camion qui est polluant, et en fait, individuellement, on a tous une consommation d'énergie qui est importante et qui convient d'intégrer derrière. La troisième partie, c'est l'industrie. Les plus grosses consommatrices d'énergie, c'est la sidérurgie et l'industrie agroalimentaire. Ça représente 23% de la consommation d'énergie primaire. Et la dernière, c'est l'agriculture. L'agriculture, majoritairement pour le gazole des tracteurs et le chauffage. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'agriculture a un fort impact sur l'industrie, notamment sur la production de produits phytosanitaires et donc une grande consommation d'énergie. Voilà un petit peu pour là où part notre consommation d'énergie. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est produit
cette énergie. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas vous faire une liste de dire il y a 58 réacteurs nucléaires, 3000 éoliennes, parce que ça, finalement, ce sont des données, on s'y perd un petit peu, mais c'est intéressant de comprendre les différentes catégories et de les rassembler où part l'énergie. La première catégorie, finalement, issue de notre production, sont les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est le gaz, le pétrole et le charbon. C'est presque des énergies renouvelables, dans la mesure où il faut des dizaines de millions d'années pour les produire. Sauf qu'à l'échelle humaine, on ne pourra pas le voir, donc ce sont des énergies qui ont finalement une donnée fixée. Ça représente aujourd'hui... je finis juste qu'on aura consommé en 300 ans. C'est-à-dire qu'il faut des dizaines de millions d'années pour les produire, et en l'espace de 3 siècles, on aura consommé l'intégralité. Alors on est à peu près à la moitié, vous avez peut-être entendu parler des pics pétroliers, pics gaziers, mais globalement, il nous reste une durée assez limitée sur les énergies. Cette part d'énergie primaire, ça représente 50% de notre consommation d'énergie primaire. Donc ce qui est intéressant d'intégrer quand même, c'est qu'à aujourd'hui, on a quand même une grosse part de notre production d'énergie. Donc, pour arriver à nos services qui sont chaleur, les besoins de chaleur, de mobilité et d'électricité spécifique qui sont liés aux énergies fossiles. La deuxième part importante de notre production, elle est faite sur l'uranium. L'uranium, bien évidemment, on en a entendu parler, ça fait partie de plein de débats. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas forcément dans ces débats-là, mais on l'enrichit et on en fait une matière première pour nos centrales nucléaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'uranium est disponible dans une certaine quantité. C'est pas quelque chose qui appartient à un cycle vie. C'est-à-dire qu'on en a, lorsqu'on l'a consommé, il n'y en a plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près à l'échelle mondiale, et à consommation constante, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'évolution, moins de 50 années de stock d'uranium. Ça représente 40% de notre consommation. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, 90% finalement de notre consommation d'énergie primaire qui sert à servir nos services d'énergie, ils correspondent et ils sont basés sur quoi? Sur des énergies finalement de stock et qui ont une durée très limitée. Au final, il reste quoi? Les énergies renouvelables, pour à peu près 10%. Biomasse, hydraulique, éolien, photovoltaïque. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des énergies, il y a des gens qui vont les présenter en détail. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des ressources inépuisables, ce sont des ressources renouvelables à volonté et qui servent largement plus que nos besoins. Aujourd'hui, c'est 10% de notre consommation d'énergie primaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mix énergétique, ou ce qu'on peut appeler l'indépendance énergétique, j'en parle juste après, il est relativement faible. D'où l'indépendance énergétique trompe-l'œil. Je voulais juste faire un petit point pour expliquer qu'aujourd'hui en France, il y a une communication massive qui est faite pour expliquer que la France est indépendante énergétiquement. Qu'est-ce que c'est l'indépendance énergétique? Finalement, c'est notre capacité sur le territoire à disposer d'énergie primaire. Une énergie primaire, c'est une énergie disponible naturellement, sans transformation. Et donc on les reprend bien évidemment. On a tout ce qui est lié aux renouvelables, bois, etc. Le vent, on a tout ce qui est pétrole, gaz, charbon et l'uranium avant transformation. Finalement, aujourd'hui en France, on n'a plus aucune de ces ressources, les dernières que je viens de citer. C'est-à-dire que notre indépendance énergétique, qui est officiellement à 50%, est réellement basée à 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une indépendance énergétique en France qui est uniquement liée à la part d'énergie renouvelable, de production d'énergie sur la base d'énergie renouvelable. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui nous dit aujourd'hui, on est indépendant énergétiquement, il faut continuer nos programmes de recherche et de développement là-dessus, mais en réalité, on est dépendant de sources qui sont sur des territoires extérieurs et qui ont des contextes géopolitiques qui peuvent bousculer un petit peu. On arrive sur la deuxième partie, c'est qu'est-ce que la transition énergétique? Et c'est important de le comprendre parce que c'est un mot, on en a peut-être entendu parler ou pas du tout. Ça convient de le définir. Donc, la transition énergétique, c'est tout simplement notre capacité à mettre en place un système énergétique permettant de conserver un niveau de confort identique, voire supérieur à celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que l'on veut globalement, c'est ne pas perdre nos mobilités, notre chaleur et finalement notre service énergétique, mais tout en diminuant notre demande en énergie primaire. C'est-à-dire consommer moins d'énergie pour avoir le même confort, voire plus. Et c'est possible. De plus, il faut absolument répondre aux contraintes actuelles et à venir concernant le dérèglement climatique, les conflits géopolitiques, mais également plus localement les aspects sociaux, parce qu'on parle de choses un peu plus larges, mais très localement, on a quand même besoin d'emploi, de pouvoir d'achat, de système économique. C'est ce qui peut définir la transition énergétique, mais on va le mettre en parallèle avec la définition du développement durable qui a été donnée par Brundtland, et je vais vous la redonner aujourd'hui parce qu'il est intéressant de la voir. Le développement durable, c'est un développement qui correspond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre aux leurs. Et ça, je vais insister là-dessus, puisqu'à aujourd'hui, sur ce que je vous ai présenté un petit peu avant, on a un système énergétique qui a une durée limitée,
qui en plus va causer des dérèglements, j'en parle un tout petit peu après, et qui ne permettra pas aux générations futures de relever le défi qu'ils ont à relever, notamment certainement des conséquences de nos modes de vie actuels. La deuxième partie de la transition énergétique, c'est la différence entre les énergies de stock et les énergies de flux. Vous devez commencer un petit peu à les situer avec ce que j'ai dit avant. Globalement, les énergies de stock, ce sont des stocks de matières disponibles en quantité limitée dans le sous-sol et qui arriveront tôt ou tard à épuisement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est issu d'un cycle assez long, toutes ces énergies renouvelables, et que l'utilisation de ces énergies cause des dégâts environnementaux. On commence à les voir un petit peu à une échelle locale, régionale ou mondiale, et de façon irréversible et cumulative sur des durées longues. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, instantanément, on s'arrête d'utiliser ces énergies fossiles, et c'est quand même l'objectif, les effets de nos modes de consommation perdureront. Et si on continue à aller massivement dans ces énergies de stock, on créera des dégâts qui seront cumulatifs et c'est quand même important d'en prendre conscience. À l'opposé, on a tout ce qui s'appelle les énergies de flux. Les énergies de flux sont finalement des énergies renouvelables qui sont inépuisables. Elles sont quasiment toutes issues du soleil, toutes sauf une finalement, qui est l'énergie marémotrice, qui sera présentée un petit peu après, qui elle est issue finalement des effets de la Lune. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le soleil, qui nous permet d'avoir des énergies renouvelables, il est super généreux. Il est tellement généreux que chaque année, il nous envoie 10 000 fois la consommation d'énergie mondiale que l'on a. C'est-à-dire qu'on a 10 000 fois plus d'énergie qui nous arrive chaque année par rapport à ce qu'on consomme. Et vous mettez en exergue par rapport à ce que je vous ai dit sur la transition énergétique, qui est de dire on peut garder le même niveau de confort, voire supérieur, en consommant moins d'énergie primaire derrière. Et ça, c'est grâce au fait que si on passe sur des énergies renouvelables, ça nous permet d'augmenter le niveau, puisqu'on a 10 000 fois plus que ce qu'il nous faut à l'heure actuelle. Intégrons bien que les énergies de flux sont les seules énergies capables d'assurer dès maintenant, puisque, et il sera présenté un peu, on a les capacités techniques, ce ne sont finalement qu'un aspect de volonté politique, et sur le long terme, l'approvisionnement énergétique, non pas seulement de chez nous en France ou d'autres pays développés, mais de l'intégralité de l'humanité au final au niveau mondial, puisque ça permet de couvrir tous les besoins énergétiques, à la différence de ce qu'on nous explique aujourd'hui. J'ai un petit schéma qui est tiré du scénario Négawatt comme une partie de mes données qui va illustrer un petit peu ce que je vous dis. Alors, la perspective est un petit peu faussée, mais vous avez le gros carré jaune qui correspond finalement à l'énergie solaire reçue sur la Terre en une seule année, qu'on appelle donc les énergies de flux. Vous avez le tout petit carré en haut à gauche. Ah, j'ai un pointeur, ça va être plus simple. Comment ça marche ? Ici, ce tout petit carré-là, qui est le total de notre consommation annuelle. On voit bien que c'est ridicule par rapport à ce qu'on peut recevoir. Et on a ensuite ici les énergies de stock qui ont des durées définies, et comme je vous l'ai expliqué, des stocks définis. Le gaz en premier lieu, c'est finalement pas très gros. Le pétrole, pas terrible non plus. Le charbon, un petit peu plus, mais on connaît les dégâts que ça peut causer derrière. Et l'uranium, dont on parle énormément de développement, qui finalement ne représente pas grand-chose. Donc l'avenir est bien évidemment basé sur les énergies de flux, et ça c'est important de le comprendre. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu finalement de la consommation, qu'on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'est la transition énergétique, c'est intéressant de savoir finalement comment on met en place tout ça et comment on peut arriver à consommer moins d'énergie primaire et à remplacer au fur et à mesure par les énergies renouvelables. Ça ne se fait pas seulement en claquant des doigts. On est tous acteurs de ce qu'on peut faire, nous individuellement, mais également les collectivités locales et régionales. Ça sera présenté notamment avec ce qui est fait sur le plan climat en Aquitaine. Donc on commence par les économies d'énergie. Les économies d'énergie, finalement, c'est notre capacité instinctivement à réduire ce qu'on a comme consommation parce qu'on a des gâchis énormes. Donc tant que l'énergie n'était pas chère et qu'on en avait à profusion, finalement on ne s'en occupe pas. Maintenant l'énergie augmente en termes de tarification, il est intéressant de s'en préoccuper. Alors j'ai donné quelques exemples. Les listes sont très longues, on a un temps relativement court et plein d'intervenants et des possibilités de poser des questions auxquelles on répondra avec plaisir. J'en ai listé quelques-unes. Dans les bâtiments notamment, réfléchir à nos besoins de chaleur, ça sera certainement redéveloppé un petit peu après, mais il faut savoir que chauffer une maison de 20 degrés à 21 degrés, c'est-à-dire seulement 5% de degrés supplémentaires, correspond à une consommation d'énergie de plus de 15%. Pourquoi ? Parce que le bâtiment il n'est pas fait pour absorber ça, les appareils de chauffage ont des difficultés à le faire, donc on consomme beaucoup plus. Réfléchir à nos besoins en électricité spécifique. Sachez un élément, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% de votre facture énergétique chez vous qui part dans tout ce qui est veille, appareil électronique, c'est-à-dire votre télé, votre lave-vaisselle, qui a toujours un petit bouton allumé. Vous avez un halogène qui est branché chez vous, il y a un petit transformateur, il y a en permanence
un circuit électrique qui se fait. Alors c'est dérisoire, sauf que mis bout à bout et sur la fin de l'année, ça représente 30% de votre énergie. Et donc 30% de votre facture et de votre pouvoir d'achat aussi. Dans les transports, on peut réfléchir finalement à nos besoins de transport et quand est-ce qu'on doit prendre le véhicule pour se déplacer. Dans le principe de la transition énergétique, le but, c'est pas d'éliminer la mobilité, c'est d'y réfléchir mieux et d'avoir un service plus performant. Comment on peut faire ? Il faut prendre conscience de certains éléments. Tous les déplacements inférieurs à 5 km représentent à peu près 15% de la totalité des déplacements que nous on fait. Mais ça représente 30% de notre consommation de carburant. La question, c'est est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres moyens ? Et ces moyens-là, ils peuvent être mis en place collectivement. On a la chance dans les Landes d'avoir énormément d'aires de covoiturage pour aller au travail, de pouvoir mutualiser les transports, de favoriser les transports en commun. Ce n'est pas que le citoyen, mais il faut savoir que si le citoyen en a conscience, il peut l'imposer aussi au pouvoir public. Je pense que ça sera évoqué un petit peu plus tard dans la journée. Et au niveau des villes, réfléchir à nos besoins en éclairage. Par exemple, en moyenne, l'éclairage public qui éclaire nos routes représente 7% du budget d'énergie de la commune. Je rappelle que le budget d'énergie comprend la totalité des besoins de chaleur et la totalité notamment des besoins qu'on peut avoir en cuisson ou en déplacement. 7%, c'est énorme. Mutualiser et optimiser différents services. Bon, c'est quelques exemples qui sont donnés. Ça, c'est la sobriété. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire sans finalement acheter d'appareils ou modifier ? Juste en modifiant un tout petit peu notre comportement, on a déjà une action qui est concrète et qu'on peut faire. La deuxième partie, finalement, c'est d'arriver à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est au fur et à mesure de modifier nos appareils, nos modes de consommation. Et là, on a différents aspects qui seront développés un petit peu plus tard, notamment dans les bâtiments, avec l'isolation des bâtiments, murs, fenêtres. Ça permet de réduire d'un facteur 4 à 7 le besoin de chauffage du bâtiment. Donc c'est quand même assez important et les rentabilités sont présentes. D'utiliser des appareils moins consommateurs, et plus fait, j'ai donné l'exemple du lave-vaisselle ou lave-linge à entrée d'eau chaude, qui permet vraiment d'économiser beaucoup de consommation, notamment électrique. Dans les transports, utiliser des véhicules peu consommateurs. Vous le savez peut-être pas, mais il y a eu de nombreux programmes, notamment sur ce qu'on appelle les hypercars, sans parler encore des techniques du futur ou de l'utilisation de biogaz, qui ont été développés initialement par General Motors avec des problèmes à un moment donné. Des voitures qui utilisaient moins d'1 litre au 100 en déplaçant 4 personnes. Voilà, ça existe, mais ce sont des problèmes qui ont été avortés bien souvent, dus au lobby des énergies en général. Limiter les déplacements grâce au télétravail, par exemple, et dans les villes, remplacer les éclairages performants pour reprendre le même éclairage. On peut aujourd'hui réduire d'un facteur 10 la consommation d'une lampe, tout en amortissant l'investissement en moins de 3 ans. Donc ce sont des choses qui peuvent être faites et investir dans des appareils peu consommateurs. Je suis allé un petit peu vite, mais le but, c'est de vous expliquer qu'il y a une mise en place de pas mal de choses. Je vais faire une conclusion très rapide sur 3 points. On est aujourd'hui ici réunis par le collectif de stockage Gazland par rapport à un projet de stockage de gaz qui modifierait un petit peu notre environnement. J'ai juste voulu reprendre les 3 arguments principaux donnés par EDF et si vous les mettez en exergue avec ce que je vous ai présenté, vous verrez que finalement, ils n'ont plus beaucoup de poids et d'intérêt. La première, c'est l'obligation et la nécessité pour faire face à la demande croissante d'énergie et à sa fluctuation. On voit bien qu'en mettant en place une transition énergétique, finalement, la croissance d'énergie, elle n'est pas là et on n'en a pas forcément besoin et on peut complémenter tout ça, notamment par l'utilisation d'une démarche de sobriété, d'efficacité et de production de biogaz renouvelable. La deuxième, c'est sécurisation des approvisionnements gaziers. On en parle souvent, c'est tous les contextes géopolitiques qui font qu'on est obligé de stocker du gaz en vue de futurs conflits qui pourraient arriver à des niveaux internationaux. C'est pareil. C'est pas une nécessité. Une démarche aujourd'hui de sobriété, je reprends la même chose, d'efficacité de production de biogaz renouvelable peut y répondre et nous rendre indépendants. À l'instant T, si on méthanisait, c'est-à-dire qu'on produirait du biogaz à partir de l'ensemble de nos ressources, aujourd'hui, on consommerait à peu près 50%, on produirait 50% de notre gaz à l'heure actuelle. La dernière, et c'est peut-être la plus osée qu'ils ont osé mettre, c'est le gaz apporte une flexibilité dans la production d'électricité pour répondre au développement des énergies renouvelables. Alors c'est vrai, il y a des problématiques et elles seront abordées un petit peu plus tard, mais on a déjà des solutions. Il faut bien comprendre que si on fait un développement massif des énergies renouvelables, et c'est vraiment possible, lié à toutes les démarches d'énergie et de sobriété, d'efficacité, la diversité des énergies renouvelables permet d'assurer une continuité énergétique, parce qu'on parle du photovoltaïque, s'il n'y a plus de soleil par exemple, il n'y a plus d'électricité, sauf qu'il est rarement toujours identique sur le territoire, le fait que s'il n'y a plus de soleil, il peut y avoir encore du vent, il peut y avoir encore des marées, il peut y avoir encore une production de biogaz qui elle est indépendante de tous ces facteurs-là. Voilà, je vous remercie de votre attention, je pourrai répondre à vos questions en suivant derrière si vous en avez, et je laisse la parole maintenant à Peggy qui fait la suite sur le plan climat. Merci beaucoup.